Congo est déterminé à prendre place dans le train de la 4e révolution industrielle qui sera consacrée au numérique. Il s'arrime donc à la pratique des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le pays a réalisé des gros progrès dans ce domaine, notamment dans l'application des politiques publiques et grâce à l'initiative privée. Le pays a même été sélectionné parmi les 10 États africains cette année qui expérimenteront la 5G. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui le ministre Léon Juste Ibombo, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Le Congo a profité de son embellie financière il y a quelques années pour consentir d'importants investissements dans la construction des infrastructures, et parmi lesquelles les infrastructures du numérique et des télécommunications. Avec le ministre ici présent, nous allons faire un peu le tour de façon globale. Monsieur le ministre, quelles sont les avancées que le Congo a pu obtenir dans la construction des infrastructures des télécommunications et du numérique? Écoutez, quelles sont les avancées? Il y a d'abord l'ambition et la vision d'un homme, c'est le président Denis Sassou Nguesso. Son ambition, c'est que le Congo rentre dans ce qu'on appelle la société de l'information et du savoir. Pour que le Congo rentre en plein pied dans la société de l'information et du savoir, il faut que le Congo puisse avoir la base de cette société. La base, ce sont les infrastructures critiques, c'est-à-dire la fibre optique, essentiellement. Et aujourd'hui, nous avons 2 grands projets au niveau du gouvernement. Le premier projet, c'est le projet de couverture nationale en télécommunications, qui nous permet de pouvoir nous arrimer, d'avoir un câble sous-marin au niveau international, qui nous permet de nous connecter aux autoroutes de l'information. C'est-à-dire que nous avons un câble sous-marin et nous avons un backbone qui va jusqu'à Ouesso. Et à côté de ça, nous avons un autre projet, c'est le projet Central African Backbone. La différence, c'est que le projet de couverture nationale en télécommunications, le PCN, est financé à 100% par le Congo, comme vous l'avez dit. Et le projet de Central Africa Backbone, c'est une volonté des chefs d'État de la CEMAC, c'est d'avoir ce qu'on appelle des redondances, c'est-à-dire que d'être interconnecté avec les autres pays pour qu'en cas de soucis avec une autoroute, qu'on puisse avoir des sorties à travers les autres autoroutes pour que nos communications ne passent plus par l'international, qu'on puisse communiquer directement avec le Gabon sans pour autant passer par la France. Voilà, donc le projet Central Africa Backbone est cofinancé par des partenaires au développement, par la Banque mondiale et par la BAD, la Banque africaine de développement. Donc on a cette base de l'infrastructure, on a cette base qui nous permet aujourd'hui de dire que non, le Congo peut se vanter de dire que non, on peut atteindre cette ambition de construire dans notre pays une société de communication et de savoir. Justement, on va revenir à la fois sur la production du contenu et le cadrage que vous proposez par le moyen de la loi, mais on veut quand même revenir sur l'intérêt de l'interconnexion. Oui. On vous a vu à Mbinda pour lancer l'interconnexion avec le Gabon. Peut-être demain, ça sera avec le Cameroun ou la RDC. Est-ce que vous pouvez faire un petit point sur aujourd'hui l'interconnexion? Bon, l'intérêt de l'interconnexion, c'est une volonté des chefs d'État. À Djamena, les chefs d'État s'étaient dit il faudrait qu'on puisse communiquer sans pour autant passer par les voies internationales. C'est-à-dire qu'on puisse communiquer directement avec le Gabon, ou avec, nous sommes en train de travailler déjà dans la finalisation, les travaux sont en cours, hein, pour interconnecter le Congo avec le Cameroun, le Congo avec la République centrafricaine. C'est pour ne plus utiliser les autoroutes internationales. C'est pour aussi avoir ce qu'on appelle de redondance. Parce que ce sont les autoroutes. Il vous souviendra que nous avons eu le câble sous-marin qui a été sectionné au large de Pointe-Noire par un chalutier, et le Congo était pratiquement dans un blackout. Pourquoi? Parce que nous n'avons qu'une seule sortie. Mais si l'autoroute, si la seule sortie que vous avez est coupée, évidemment, les gens ne pourront plus circuler. Mais si vous avez d'autres sorties, d'autres voies de secours, ça permettra à ce qu'il y ait toujours fluidité des communications. Donc, l'importance du réseau Central Africa Backbone, l'interconnexion avec les États de la sous-région, c'est d'avoir justement ces sorties, d'avoir de la redondance. Et nous avons aujourd'hui, par exemple, nous sommes interconnectés avec la RDC voisine à travers un câble sous-fluvial entre les 2 opérateurs historiques. Et nous sommes justement avec notre homologue du Gabon, nous sommes en train de mettre en place maintenant, on va dire, l'architecture réglementaire qui va faire en sorte
on puisse utiliser à bon escient le tronçon qui relie le Congo avec le Gabon. Voilà. Justement, monsieur, est-ce que finalement, monsieur le ministre, d'ici là, on va assister à la fin des artères de Brazzaville et de Pointe-Noire qui toutefois sont creusées pour faire passer la fibre optique? Est-ce que ça va finir quand même d'ici là? Bon, vous savez, je ne peux pas dire que ça va finir parce que la fibre optique, évidemment, la bonne qualité, la meilleure qualité de fibre, c'est une fibre souterraine. Donc, il faudrait toujours creuser. S'il y a des coupures, s'il y a des cassures de fibres, il faudrait toujours creuser. Mais ce que l'on peut dire, c'est quoi? Dans l'ambition du président de la République, c'est que le Congo devienne, on va dire, indépendant. C'est-à-dire que si aujourd'hui, nous avons des difficultés avec le câble WACS, le câble West African Cable System, le câble sous-marin, on pourrait avoir des sorties avec le câble du Gabon, sans problème. C'est une autoroute. Si la route est cassée, si vous n'avez pas des routes de contournement, évidemment, les populations ne pourront plus circuler sur la voie. Mais si vous avez une route de contournement, on peut dire, bon, ici, le temps de finaliser les travaux, les populations peuvent utiliser d'autres routes. Donc, voilà en gros le dessin, on va dire un peu grossier de ce que ça veut dire les infrastructures numériques, c'est-à-dire la fibre optique, les infrastructures de fibre optique dans notre pays. Voilà. Monsieur le ministre, on va un peu parler des sociétés publiques qui sont sous votre tutelle. On vous voit vraiment aller sur tous les fronts, que ce soit pour la situation de la Sotelco ou bien de la Sopeco. Vous vous battez pour ramener à vie une vieille momie qui est la Poste. Monsieur le ministre, dites-nous, est-ce qu'on peut encore croire en la Poste dans ce pays? Oui. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, peuvent imaginer, on doit croire toujours à la Poste. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il y a une institution spécialisée des Nations Unies qui, d'ailleurs, venait de fêter son 145e anniversaire. Donc, c'est l'une des plus vieilles institutions des Nations Unies qui est toujours d'actualité, c'est l'Union postale universelle. Et les États ont l'obligation d'offrir ce qu'on appelle le service universel postal. C'est un service dont l'obligation est du ressort des États. C'est-à-dire que les États doivent fournir le même service postal aux populations qui sont aussi bien dans les grands centres que dans les centres reculés, à l'interland. Donc la poste va toujours exister. Mais le problème, c'est que toutes les postes du monde sont maintenant impactées par la révolution du digital, par le numérique. Pourquoi? Parce que le courrier traditionnel a plus ou moins disparu. Mais la Poste doit utiliser justement le digital pour renaître. Comment? Mais à travers le e-commerce. Parce que de plus en plus, on utilise les terminaux. Et aujourd'hui, on a vu, par exemple, on a les jeunes qui présentent des plateformes pour faciliter la vie des citoyens. À travers sa plateforme, on n'a plus besoin de se déplacer, par exemple, pour commander son repas ou payer ses factures d'électricité ou ses factures de téléphonie ou de télévision. Ça facilite. À travers les plateformes, on peut aussi commander, dans les grands sites, on peut aussi commander que ce soit des habits, des appareils. Mais lorsque vous commandez ces choses, mais ces choses doivent vous parvenir à votre domicile. Une livraison. Donc. Il faut une livraison. Donc, à travers le e-commerce, la Poste peut renaître. Comment? Parce que les postes du monde entier ont les réseaux les plus étendus. Il n'y a que des postes qui ont les réseaux les plus étendus. Il faut donc qu'il y ait une mutation. Et à côté de cela, la Poste peut renaître aussi grâce à l'économie numérique à travers ce qu'on appelle les produits financiers. C'est-à-dire, aujourd'hui, la Poste peut assurer le rôle d'inclusion financière. Dans notre pays, le taux de bancarisation est dérisoire. Mais aujourd'hui, le téléphone portable est devenu une monnaie électronique, un portefeuille électronique. À travers le réseau postal, on peut assurer cette inclusion financière. C'est-à-dire que quelqu'un, où est-ce qu'il se trouve à l'intérieur du pays, s'il va dans un bureau de poste, la personne peut commercer, peut échanger, peut transférer de l'argent. Donc la Poste a toujours son rôle. Ce qui explique d'ailleurs que vous êtes en train d'ouvrir les bureaux de poste. Exactement. Parce que la Poste a toujours son rôle, aura toujours son rôle, mais le problème, c'est qu'il faut que la Poste fasse sa mutation. Les mutations partout ailleurs dans le monde, au niveau du secteur postal, c'est de prendre la plateforme de la Poste qui est la plus étendue, de faire en sorte que cette plateforme assure le e-commerce. Vous savez, par exemple, dans un pays comme la Chine, les gens achètent de plus en plus à travers les plateformes numériques. Et quand vous achetez quelque chose à travers vos plateformes numériques, la chose pour vous la livrer, c'est la Poste. Donc les bureaux de poste, justement, jouent ce rôle. Et c'est la même chose que nous voulons
mettre en place dans notre pays. Ce sont les recommandations de l'Union postale universelle. Nous sommes en train de travailler justement pour continuer à étendre les réseaux postaux et utiliser le réseau postal dans le cadre du e-commerce, mais aussi dans le cadre de l'inclusion numérique aussi. Parce que lorsque nous avons réhabilité les bureaux de poste, nous en sommes à 7. C'est vrai qu'avec la conjoncture, cet élan a été stoppé, mais nous pensons que nous allons poursuivre cet élan. Lorsque nous avons réhabilité les bureaux de poste, nous avons mis à côté des centres multimédia, des salles multimédia, avec l'Internet, avec l'ordinateur, justement pour briser la fracture numérique, pour que les gens qui sont même à l'intérieur, à Bala aujourd'hui, les jeunes ont à Mouyondi, on l'a mis, à Madingu. Donc, les jeunes qui sont à l'intérieur, à l'internat, ont la possibilité de pouvoir utiliser les outils numériques, mais aussi à travers le e-commerce, ces jeunes-là peuvent commencer à commander des choses. Et dans le cadre de la politique Vision Congo Digital 2025, ces jeunes-là pourront effectuer leur démarche administrative à travers ces centres multimédia parce que nous sommes en train de mettre en place le e-gouv. Voilà. Donc la Poste a encore son rôle. C'est vrai que c'est difficile. Nous sommes en train de travailler. Et nous, surtout dans le cadre de l'inclusion financière, la Poste doit jouer son rôle. Je pense que je peux vous faire un scoop. La Poste va lancer très vite. Elle arrive, vous verrez. C'est un nouveau produit de la Poste justement qui permettra cette inclusion financière. Ah, d'accord. On reste donc sur notre soif pour attendre ce produit. Concernant donc Congo Télécom aujourd'hui, qui est également une société sous votre tutelle, qui devrait normalement travailler pour la vulgarisation, sinon la banalisation de la fibre optique amenée juste dans les ménages. Est-ce que, monsieur le ministre, franchement, vous estimez que la société a toujours les capacités de faire le travail ou bien vous serez obligé d'ouvrir vers d'autres opérateurs? Bah écoutez, nous avons reçu une feuille de route à une prescription du chef de l'État. Il y a une feuille de route là-dessus. La prescription, parmi les prescriptions que nous avons reçues sur Congo Télécom, premièrement, c'est voir le statut juridique de cette société. Parce que nous sommes maintenant dans un secteur concurrentiel. On a libéralisé le secteur des télécommunications dans notre pays en 2009. Donc, il s'agit maintenant de s'arrimer. Si vous n'avez pas de bons produits, évidemment, la concurrence des gens iront ailleurs. Et vos produits, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, nous sommes en train de travailler justement sous les instructions du Premier ministre pour finaliser la restructuration juridique de Congo Télécom. Et à côté, regardez aussi, est-ce qu'on va toujours garder à Congo Télécom les capacités de gros ou les capacités de détail, ou est-ce qu'on va fusionner ou... Donc, quelle est l'image, quelle est la vision que nous voulons de Congo Télécom? Mais nous pensons que Congo Télécom doit demeurer. Parce que Congo Télécom, c'est une entreprise stratégique. On ne peut pas laisser une entreprise stratégique ouvrir à la concurrence, du moins le capital d'une entreprise stratégique, sans pour autant peser le pour et le contre. Donc, cette entreprise gère quand même les infrastructures de croissance critiques de notre pays, mais dans le cadre, par exemple, de ce qu'on appelle le dernier kilomètre, c'est-à-dire ce que vous avez dit, que les produits Congo Télécom arrivent jusqu'au ménage. Évidemment, nous sommes en train de travailler dans le cadre de la 3e phase du projet de couverture nationale de télécommunications pour faire que non, mais l'opérateur puisse offrir ses produits auprès des ménages et des entreprises. Parce que si l'opérateur ne le fournit pas, évidemment, un autre opérateur, puisqu'on a libéralisé, va fournir ces mêmes services et notre Congo Télécom, qu'est-ce qu'on va en faire? Donc, nous sommes en train de travailler. Nous pensons que Congo Télécom a encore les capacités, parce que Congo Télécom gère encore nos infrastructures de croissance dans le cas du PSN, ce qui est une très bonne chose. Est-ce qu'à ce sujet, vous-même, vous n'avez pas une pression pour pouvoir ouvrir le marché, lancer les appels d'offres auprès des opérateurs étrangers? Mais écoutez, vous dites une pression parce qu'on a ouvert, on a libéralisé le secteur des télécommunications, parce qu'avant on avait l'ONPT qui était l'organe de l'État, qui faisait tout, on a mis la Sotelco, aujourd'hui c'est Congo Télécom. La pression, c'est que les grandes sociétés du secteur demandent justement à investir dans Congo Télécom. Mais ici, c'est une vision gouvernementale. Donc, nous ne pouvons pas comme ça d'emblée ouvrir le capital de Congo Télécom. Nous devons d'abord regarder et faire une analyse, et une étude a été faite là-dessus. Qu'est-ce que nous voulons faire de Congo Télécom? Nous voulons que Congo Télécom demeure dans le secteur, que Congo Télécom joue sa partition, mais dans un secteur, dans l'autre secteur qui est concurrentiel. C'est-à-dire au niveau des services. Par exemple, Congo Télécom, il y a le triple play. Mais il y a un coût. C'est comme une maison. Lorsque vous construisez une maison, votre maison, et que vous voulez mettre l'électricité, on vous dit il faut tirer le courant du poteau. Le poteau peut se trouver au goudron. Et on vous demande de payer 2 fois 2 poteaux, de tirer le fil. Dans la fibre optique, c'est la même chose. Mais il y a un coût. Le client va dire mais ça coûte trop cher. Moi, je n'ai pas les moyens. Voilà. Mais si un autre opérateur arrive, parce que nous avons déjà un opérateur qui offre le même service à Pointe-Noire. Si cet opérateur dit que bon, moi, j'offre le service à tel prix, évidemment, que
qu'allons-nous faire de Congo Télécom? Donc, c'est une exigence de faire en sorte que Congo Télécom soit compétitive. Sinon, elle va disparaître comme les autres entreprises dans le monde. On a vu des grandes entreprises des postes, des télécoms dans le monde disparaître, être fusionnées ou achetées. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas pu tenir grâce à l'économie numérique, grâce à la libéralisation. Voilà. On vous a vu au front aussi lors des manifestations à la Poste ou bien l'ex-Sotelco. Aujourd'hui, ça s'est calmé. Comment vous avez pu gérer tout ça, monsieur le ministre? Avant, l'État subventionnait la Sopeco. Mais les subventions de la Sopeco aujourd'hui, c'est... L'État n'a plus les moyens, n'a plus les capacités de subventionner la Sopeco. Il y a aussi cette culture des agents de la Sopeco parce que c'est la culture des fonctionnaires. Oui. Alors qu'ils ne sont plus des fonctionnaires, on a libéralisé le secteur postal dans notre pays. Oui. C'est vrai qu'il y a au niveau de la loi, oui. Il y a des particularités qui sont du ressort de la Poste. Par exemple, les enveloppes, les courriers d'un certain nombre de grammages qui sont du ressort de la Poste. Mais on a libéralisé le secteur postal. Oui. Donc, si les agents de la Sopeco ont toujours la culture des fonctionnaires, c'est-à-dire qui ne travaillent pas, qui ne viennent pas au travail, qui sont là souvent à revendiquer, ben évidemment, au lieu que quand quelqu'un va venir pour son service, quand il vient à la Sopeco, il trouve que les bureaux sont fermés, il va ailleurs pour avoir le même service. Oui. Donc il y avait aussi cette culture-là, mais c'est un travail de pédagogie et c'est surtout un travail de dialogue. Voilà, et je l'ai toujours dit, nos bureaux ne sont jamais fermés. Quand il s'agit d'aller à Congo Télécom, nous sommes partis à Congo Télécom, nous avons appelé les partenaires sociaux, on s'est assis ensemble, on a décliné la vision du gouvernement. À la Sopeco, c'est la même chose. Voilà, c'est le dialogue et puis bon, un peu de grâce du Seigneur. Voilà, on va dire comme ça. Et ça marche aujourd'hui. Monsieur le ministre, on va parler des jeunes entrepreneurs. Ces dernières années, vous êtes très impliqué pour aider les jeunes développeurs, les jeunes entrepreneurs, ceux qui ont quand même fait preuve d'un certain génie dans le numérique. Qu'est-ce qu'on vise dans tout ça aujourd'hui? Vous savez, aujourd'hui, le numérique impacte tous les secteurs. Et le numérique peut favoriser la diversification de notre économie. Le numérique peut faire en sorte qu'on crée des emplois et de la richesse. Je m'explique. Parmi les 10 plus grandes sociétés mondiales, en termes de capitalisation boursière, les 5 plus grandes sociétés en termes de capitalisation boursière, financière, ce sont les sociétés du numérique. Ce sont ce qu'on appelle les GAFA. Les Google, les Apple, Facebook. Voilà, les Amazon. Ce sont les GAFA. Donc aujourd'hui, on ne peut plus se passer du numérique. Maintenant, le numérique doit créer la valeur ajoutée. Comment? Mais en facilitant la vie des citoyens. Est-ce qu'on peut arriver quand même à un fonds un jour pour pouvoir aider tous ces jeunes? Ils sont très nombreux. Ça, c'est une très bonne question. Oui, il est prévu dans la stratégie Congo Vision Digitale 2025 de mettre en place un fonds du numérique, un fonds pour accompagner, mais aussi, à côté de cela, un incubateur du gouvernement. Oui. C'est-à-dire un incubateur du gouvernement, pas des associations, du gouvernement pour accompagner tous les jeunes qui excellent dans le secteur, qui ont des propositions, qui ont des projets innovants, et le gouvernement va s'engager. Il y a un jeune aussi qui a présenté un projet sur les e-assurances. Nous avons primé ce jeune qui va partir renforcer ses capacités en Chine, et lorsqu'il reviendra, ce jeune va bénéficier d'une formation à NCA, une société d'assurance ici, et certainement avec son projet innovant, ce jeune pourrait être embauché, créer de la valeur ajoutée, ou même vendre son application à cet opérateur, donc faire de l'argent. Donc il y a notre ambition ne s'arrête pas là. Nous allons aussi mettre en place un data center. Parce que le pétrole du 21e siècle, ce sont les données. Mais lorsque tous vos données sont stockées ailleurs, lorsque vous aurez besoin, par exemple, d'avoir l'adressage de Brazzaville, la carte de Brazzaville, et que les données sont, par exemple, stockées aux États-Unis, évidemment, pour avoir, il faut payer. Hein, parce qu'ils ne vont pas vous le donner gratuit. Mais l'ambition du gouvernement, nous avons un financement de la Banque africaine de développement pour mettre en place, construire un data center où on va héberger nos données, surtout les données critiques, les données sensibles, les données, par exemple, gouvernementales. Vous imaginez, on est en train de parler du e-gouv, et que nos données à nous, les mails à nous, soient hébergés aux États-Unis. Bah, écoutez, souvent, le contenu n'est pas là. On a les e-gouv, mais après, on n'a pas le contenu. Les adresses sont souvent en Gmail, non. Il y a une prescription du Premier ministre. Il y a un décret. Il y a un décret du Premier ministre qui prescrit à toutes les administrations publiques d'utiliser le point CG. Et dans le cas du e-gouv,
les administrations vont utiliser uniquement l'identité numérique du Congo, c'est le point CG. Voilà. Alors, Monsieur le ministre, on va revenir sur la production des contenus. Ouais. C'est quand même assez cher pour vous, parce que normalement, dans l'utilisation des réseaux sociaux, Facebook, on constate quelques dérapages et vous pensez qu'il faut régler le problème par une loi. Est-ce que vous ne craignez pas demain être taxé par que celui qui peut être prédateur des libertés de ceux qui sont sur les réseaux sociaux? Non, justement, la loi, elle vient justement pour réglementer. Parce que sans la loi, c'est la jungle. Je l'ai dit tantôt, c'est une autoroute. Vous avez construit une autoroute, il y a plusieurs types d'utilisateurs. Il y a les utilisateurs des gros véhicules, il y a d'autres des véhicules utilitaires, il y a d'autres des motos, il y a d'autres des vélos. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des trottinettes. Il faut qu'on arrive à avoir une réglementation pour que chaque utilisateur sache à quelle vitesse, par exemple, il va circuler sur l'autoroute. Donc, il faut qu'il y ait une réglementation. Mais il y a aussi, cette réglementation est aussi motivée par des instruments pertinents de l'Union internationale des télécommunications. Mais aussi, il y a une convention africaine, c'est dite Convention de Malabo, de l'Union africaine, Convention de Malabo sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. Et on ne peut pas se permettre de faire en sorte que des infractions qui ne sont pas ou qui n'étaient pas réprimées par notre code pénal, c'est ce qu'on appelle des infractions du numérique, qu'on laisse comme ça. Parce qu'aujourd'hui, dans le code pénal, il y a des infractions qui n'étaient pas, qui ne sont pas réprimées dans l'espace numérique. Donc il ne faut pas que l'éthique, l'Internet devienne un champ là où il y a la... on va dire là où, au lieu que les libertés individuelles soient préservées, garanties, mais que les libertés individuelles soient bafouées, soient même... ne soient pas respectées. Monsieur le ministre, ce qui offusque le plus, c'est ce qu'on met sur les réseaux sociaux. Peut-être c'est ça qui vous a poussé, vous, à aller vers... Non, c'est trop simple. Non. Mais c'est trop simple parce que les gens croient que non, mais c'est d'abord les instruments pertinents de l'Union internationale des télécommunications, mais aussi de la Convention de l'Union africaine de Malabo. Mais pourquoi je le dis? Mais parce qu'on doit préserver les libertés individuelles dans cet espace. Mais on va dire que c'est très difficile parce que quelqu'un peut se retrouver à l'autre bout du continent. Comment on va faire? Évidemment, lorsque vous ratifiez dans votre pays les instruments internationaux, évidemment, il y a la coopération internationale. Donc, si un individu se trouve à l'autre bout de la chaîne, ben, à travers les conventions internationales, on peut rattraper cet individu. Mais de l'autre côté, il faut que nous ayons une législation. Comment est-ce que vous allez parler dans notre pays de l'éclosion du e-business, c'est-à-dire du commerce en ligne, du commerce électronique, des échanges au niveau des terminaux, des échanges qui se font au niveau des terminaux avec, par exemple, le mobile money, ou parler de la fintech, si on n'a pas une loi sur les transactions électroniques. Comment est-ce que dans un pays, on va parler de s'arrimer, d'être une société de communication de savoir, si la signature électronique n'est pas validée? Mais la signature électronique ne peut être validée qu'à travers la loi. Que la loi, pour dire que moi j'ai écrit à l'administration, j'ai envoyé un mail à l'administration, mais ce mail-là fait office de papier officiel. Donc il faut une loi. Et le Congo, on était le parent pauvre de la région. Aujourd'hui, si vous voyez l'UIT venir ici, c'est parce qu'on a ce cadre législatif. Ce cadre législatif qui existe. Mais il y a aussi une autre loi, c'est-à-dire que la loi sur la lutte contre la cybercriminalité. Il y a des infractions, par exemple, l'usurpation d'identité, la pornographie infantile, la xénophobie en ligne. Ça n'existe pas dans notre code pénal. Peut-être aussi pour faire disparaître certaines preuves quand il faut poursuivre les gens. Hein. Non, c'est réglementé. C'est réglementé, ce n'est pas question de faire disparaître les preuves. C'est pour protéger la vie des citoyens. L'espace numérique ne doit pas être la jungle. Vous voyez, vous exercez une fonction libérale et quelqu'un a légué des choses qui sont fausses sur vous. Mais lorsque aujourd'hui, puisque de plus en plus, le numérique, avant de sortir, on dit, bon, moi je veux voir un médecin, ah ben je regarde, je tape médecin Congo, et quand vous regardez Ibombo, mais lui c'est un voleur. Ah mais moi je ne veux pas aller chez lui. Mais justement, ça nuit à votre liberté. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous avons un mécanisme pour faire en sorte que non, lorsqu'il y a quelque chose qui est faux,
lorsque c'est avéré, on peut demander à ce qu'on puisse retirer ça des plateformes. Aujourd'hui, avec la législation, on peut saisir ces grandes plateformes pour retirer ces informations qui sont fausses. Et vous voyez de plus en plus, par exemple, les plateformes comme Facebook commencent à retirer quelques informations, des fois qui sont fausses, ou qui poussent vers la xénophobie, qui poussent vers la violence. Pour que, lorsque quelqu'un enfreint la loi, le gendarme puisse le rappeler à l'ordre ou lui imposer des sanctions. Ce gendarme, c'est justement la création de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Voilà l'arsenal juridique. Tout à fait. Et ce qui a permis, M. Arsène Séverin, ce qui a permis à notre pays de pouvoir être choisi par l'Union internationale des télécommunications et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, d'être choisi comme le pays qui va tester la 5G. Parce qu'on a la réglementation. Parce qu'aussi on a les infrastructures numériques. Le Congo a été choisi en Afrique d'être le pays qui va piloter les phases tests de la 5G. Oui, monsieur le ministre, on ne va pas terminer sans que je me fasse ici le porte-parole de beaucoup de Congolais, des millions de Congolais d'ailleurs, qui pensent qu'ils payent cher les télécommunications, donc la voix, la messagerie, l'Internet. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous répondez à ces Congolais? Écoutez, je vais répondre en deux choses. Ils n'ont peut-être pas tort, mais j'ai toujours dit le prix de l'Internet dans notre pays n'est pas aussi élevé par rapport aux autres pays. Mais il faut comprendre aussi, il faut savoir, M. Arsène Séverin, premièrement, nous avons libéralisé le secteur. Lorsque vous libéralisez un secteur, c'est la loi de l'offre et de la demande qui joue. S'il y a plus d'offres, s'il y a moins d'offres, les prix vont flamber. Et lorsque nous construisons les réseaux d'interconnexion avec les autres pays, les réseaux backbone, c'est pour qu'il y ait beaucoup plus d'offres. Oui. Lorsqu'on aura beaucoup plus d'offres, évidemment, les prix vont se mettre à baisser. Aujourd'hui, nous avons deux opérateurs majeurs qui ont la 4G. Ils vont faire la lutte de la concurrence entre eux pour fournir le meilleur service. Et par rapport aux services qu'ils vont fournir, évidemment, les prix vont commencer à baisser. Aujourd'hui, nous avons un opérateur, un très grand opérateur qui est installé à Pointe-Noire, qui offre un mois illimité les capacités en Internet, au débit. Nous avons aussi l'opérateur Congo Télécom qui offre aussi les mêmes produits. C'est vrai que c'est de manière assez poussive parce que ce n'est pas tous les ménages qui sont interconnectés, toutes les administrations. Donc ici, c'est la loi de l'offre et de la demande qui joue. Mais aussi, et vous avez raison, si on a notre opérateur historique qui est fort, qui offre des services, vous allez voir, les prix vont baisser. Déjà, les prix offerts par Congo Télécom sont assez bas, ne sont pas assez élevés par rapport aux autres opérateurs. Mais ici, nous sommes en train de travailler, soyez-en rassurés. Lorsque nous allons avoir ces liens avec les autres pays, c'est-à-dire le lien fonctionnel avec le Gabon, fonctionnel avec le Cameroun, fonctionnel avec la RCA, les prix vont automatiquement baisser. En plus, la qualité des services. Ah, ça, c'est autre chose. Voilà, la qualité de service, je vous ai dit tantôt, lorsqu'on a construit une autoroute, il faut mettre une réglementation. Et quand on a mis une réglementation, il faut qu'il y ait un organe, justement, pour veiller au respect de la réglementation. La qualité de service, le gouvernement, en 2009, a pris des textes et a mis en place l'RPCE. L'Agence de régulation des postes et communications électroniques. Je vois que l'agence est en train de faire un travail aujourd'hui de collecte, puisqu'on demande à ce que les populations s'expriment sur la qualité de service des opérateurs et après, l'agence prendra des mesures. Donc, c'est l'agence qui est le régulateur pour voir sur la qualité des services. Mais la qualité de service est non négociable. Pour les opérateurs, pourquoi? Parce que c'est le respect de cahier des charges. Donc, le régulateur est là. Lorsque la qualité de service, et nous-mêmes, nous avons souvent interpellé le régulateur pour dire que, attention, si la qualité de service ne tient pas, évidemment, il y a des sanctions qui sont là. Il faut les faire respecter parce que c'est une obligation non négociable. Ce sont les cahiers de charges. C'est inadmissible que quelqu'un achète ses crédits, comme on dit chez nous, et que la personne ne communique même pas 5 minutes, tous ces crédits sont terminés. Non, mais c'est pas possible. Vous êtes trop souple à ce sujet-là, je pense. Non, nous ne sommes pas trop souples. C'est-à-dire que j'ai dit, il y a un gendarme qui est là, c'est le régulateur. Nous attendons que le régulateur nous fasse rapport là-dessus, mais nous avons vu, puisqu'il a été interpellé, qu'aujourd'hui, il est en train de faire une collecte pour recueillir les avis des populations sur la qualité de service, aussi bien dans le secteur postal, parce que notre régulateur, oui, on le dit souvent, mais le régulateur ne s'occupe pas que des communications électroniques. Il s'occupe aussi de la régulation postale, parce qu'on a libéralisé aussi le secteur postal. Mais qu'est-ce que nous avons observé? Qu'il y a par exemple un type de courrier qui est par exemple transporté
par les sociétés privées, ce qui est inadmissible. Donc voilà, nous profitons encore de votre micro pour dire que oui, nous avons prescrit le régulateur là-dessus. Il faut qu'il regarde aussi le secteur postal. Veillez à ce que la réglementation dans le secteur postal soit respectée. C'est la concurrence. Peut-être que par les transporteurs routiers, ça va plus vite, ça arrive le même jour. Mais non, mais il ne s'agit pas de la concurrence. C'est vrai qu'il y a la concurrence, mais il s'agit aussi de respecter la réglementation. Parce que la réglementation fait obligation à l'opérateur historique, chez nous, l'opérateur postal, c'est-à-dire la Sopeco, de pouvoir distribuer un courrier avec un grammage précis. Si un opérateur privé distribue ce courrier, c'est une faute. Voilà la réglementation. Si on dit que tous les courriers de moins de 20 grammes sont du ressort exclusif de la Sopeco, mais un opérateur privé ne peut pas transporter les courriers de moins de 20 grammes. Mais s'il transporte des courriers de moins de 20 grammes, il faut rappeler cet opérateur à l'autre. Justement, voilà le rôle de la régulation, c'est d'assurer ce gendarme. C'est comme on a dit dans le cas des systèmes d'information, dans le cadre de l'économie numérique, il faut aussi un autre gendarme. Et vous avez vu avec nous, au Gabon, nous avons une agence de sécurité des systèmes d'information, nous avons une agence comme ça au Cameroun, nous avons une agence un peu partout dans les pays africains parce que ce sont des nouvelles technologies, des nouvelles manières de faire. Il faut qu'il y ait aussi des agences qui puissent s'arrimer pour que l'espace Internet, c'est quelque chose de formidable, mais il faut réglementer. C'est très difficile de réglementer l'Internet, mais il faut poser les bases de cette réglementation. Et à côté, il y a ce qu'on appelle les IGF, la gouvernance de l'Internet. On se retrouve entre ministres pour regarder comment est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse gouverner l'Internet, faire en sorte que l'Internet, à travers l'Internet, on peut mettre en place le e-éducation, le e-santé, e-agriculture. Voilà, l'Internet apporte quelque chose de nouveau. Mais il s'agit aussi quelque part que l'Internet ne soit pas utilisé, par exemple, comme on voit les Boko Haram, comme on voit par exemple mettre les bombes. On a vu quelqu'un commettre des meurtres et puis filmer son meurtre et puis envoyer sur les réseaux sociaux, ce qui est inadmissible. Ce n'est pas ça le rôle de l'Internet. Voilà. Donc, le président de la République a une feuille très précise. Son ambition, c'est d'arrimer le Congo à ces nouvelles technologies. Nous sommes en train de travailler pour matérialiser cette ambition et nous nous félicitons. Nous voulons remercier encore l'UIT qui nous accompagne parce qu'ils sont venus ici nous accompagner. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Je vous rappelle que nous recevions M. Léon Juste Ibombo. Il est ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Avec lui, nous avons fait le tour de la question. Il a éclairé sur plusieurs zones d'ombre qui concernent donc ce secteur. Merci et à la prochaine.